Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue en direct de la Blender Cave pour ce nouveau numéro de questions pour un tonton. Et nous accueillons un invité spécial pour cette émission. Il nous vient de Nantes, il est aussi pointu que barbu et c'est le spécialiste Made in Toys. Il s'agit de Romain de la chaîne Archeotoys. Hey, salut les enfants perdus. Non mais vous êtes qui? C'est Archeotox, le mec de la chaîne Dope Culture, la chaîne qui creuse dans ton armoire à pharmacie. Non mais enfin, qu'est-ce que vous foutez là en fait? Enfin moi on m'avait promis une collab avec Archeotoys, ça fait 6 mois que j'attendais ça. Écoutez, c'est comme ça, en tout cas je suis là. Oui bon, on va faire avec, hein, tant pis. Allez, c'est le moment aussi de jouer chez vous. Si vous avez trouvé la bonne réponse, vous pouvez l'indiquer en commentaire. Et je vous invite à cliquer de toutes vos forces sur le bouton s'abonner si vous ne suivez pas encore notre chaîne. Ça sera pour vous l'occasion de découvrir toutes nos vidéos. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top, c'est parti. Il s'agit d'un jouet de la fin des années 80 avec lui tu parcours le monde pour vivre des aventures. Ces personnages n'ont pas peur du danger. Ils bravent toutes sortes de menaces pour venir en aide aux autochtones. Ce sont des figurines en plastique articulées de 12 cm accompagnées d'accessoires et de véhicules. Je suis... Ah ça je sais. Je sais. Oui, et donc? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La réponse! Ah, je sais pas. Non mais ça va, je suis pas complètement con, c'est les G.I. Joe. Il a dit G.I. Joe? Oui. Il a dit G.I. Joe? Oui. Oh non, quel dommage! Il s'agissait des jouets Médecins sans frontières de chez Berchet, une marque connue pour ses poupées, ses poussettes, ses dinettes et ses cuisines en plastique. Mais attends, c'est quoi le rapport avec les jouets d'action là? Eh ben je vous dis tout ça après le générique. J'ai gagné un truc, hein, une encyclopédie, un stylo, un petit porte-clés, quelque chose. Les tontons Blender. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de figurines à vocation humanitaire, sorties chez Berchet en 1988, et dont la représentation de certains de ces personnages peut paraître choquante aujourd'hui. Bon, avant d'attaquer tout ça, je vous fais un petit historique de la marque. Fernand Berchet fonde sa société en 1945 dans l'Ain, à Oyonnax plus précisément, dans un secteur géographique qu'on appelle la Plastic Valley. Et là, tu vas prendre la voix du mec qui sait tout, alors qu'en fait, il a tout repompé sur Wikipédia. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là encore? Tu m'as foutu les jetons sans déconner. Bon vas-y, puisque t'es là, tu fais le malin, vas-y, on t'écoute. Ah non, ça m'a gonflé là tes questions, je te laisse moi. I wanna get high, so high. Alors comme pas mal de sociétés de la région, Berchet initialement fabrique des objets du quotidien, des montures de lunettes, des peignes en plastique, mais également toutes sortes d'objets de bazar. Et pour élargir son activité, il décide de se lancer dans la fabrication de jouets et en l'occurrence les dinettes en plastique. En 1975, c'est Jean-Louis Berchet, le fils, alors âgé de 31 ans, qui reprend l'entreprise. Son père Fernand meurt tragiquement dans un accident de voiture et il faut bien assurer la relève. Au début des années 80, la société se porte plutôt bien. Le nouveau directeur qui a un œil tourné vers l'avenir décide d'innover en créant de nouveaux produits. Jean-Louis Berchet tente l'aventure du futur. Jeux électroniques, Berchet, jouer à compter, à calculer. Jeux électroniques, Berchet, devinettes et mots croisés. Berchet joue la vie du futur. Malheureusement pour lui, sort au même moment le film E.T. en 1982, et c'est Texas Instruments qui lui coupera l'herbe sous le pied en sortant sa dictée magique que tous les enfants voudront à Noël 1982. Et on a dépensé beaucoup d'argent pour faire des micros, pour faire des jouets électroniques. Ça nous a coûté donc une petite fortune. Combien? À l'époque, près de 20 millions. Et puis ça n'a pratiquement pas marché parce qu'on vendait ça uniquement en France et c'était extrêmement difficile.
Berchet se recentre alors sur son activité principale. Suite à des arrangements politiques mais également à des pressions syndicales, il achètera même la célèbre marque de poupées Bella en 1982. Malgré des efforts et plusieurs collections de poupées, les difficultés financières s'accumulent, et à la même époque, c'est les jouets américains qui ont le monopole des listes de Noël. Maître de l'univers, Transformers, Mask ou encore Dame Boucleline, autant de produits dérivés qui sont tous portés par des séries animées. Il faut beaucoup d'argent pour faire des feuilletons télévision, et c'est souvent les producteurs américains de jouets qui font eux-mêmes leurs feuilletons, qui les proposent aux télévisions américaines et qui également commercialisent des jouets. Et il n'y a pas en France de fabricants de jouets qui seraient financièrement capables d'entreprendre un tel projet. Jean-Louis Berchet n'a pas les moyens de produire une série de dessins animés, et bien que chasseur passionné, il refuse de vendre des jouets avec des armes à feu. Idée marketing ou conviction personnelle, ça on n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, il est décidé à profiter de l'engouement pour ses jouets avec une approche très différente. Alors comme ces produits-là, les G.I. Joe et compagnie, ils étaient destinés à blesser et à tuer, moi j'ai dit qu'on fasse quelque chose destiné à soigner et à guérir. Et je trouvais la MSF quand même une initiative fantastique. Alors on est rentré en rapport avec eux, on a fait toute une collection de MSF. Voilà. En réalité, Marlex International, une société spécialisée dans le licensing, est déjà sur le coup. Elle est dirigée par Gérald et Christian Adams. Ben si, c'est Marie est femme, il s'appelle Adams, c'est la famille Adams. Et à la fin des années 80, ils signent un accord avec le groupe Michelin, mais également Médecins Sans Frontières, pour pouvoir utiliser leurs marques, logos et symboles, afin de développer une gamme de jouets et de jeux de société. Christian Adams, en charge de la création des produits, se lancera dans la réalisation d'un jeu de société, Urgence Médecins Sans Frontières. Elle le présente au Salon du Jouet en 1987, et les magasins Auchan lui en commandent une version grandeur nature. Sponsorisés par Kellogg's, ils enverront les enfants gagnants en mission en Afrique aux côtés de Médecins Sans Frontières. Pour étoffer la gamme de jouets, Marlex prend donc contact avec Berchet, à qui ils avaient vendu quelques années auparavant la licence des poupées Petit Côte. Ils présentent le projet Médecins Sans Frontières et soumettent même des illustrations signées par le célèbre dessinateur de bande dessinée Danny. Ces illustrations seront reprises par la suite pour décorer les boîtes des jouets. C'est ainsi qu'en 1988 naîtra la gamme de jouets Mission Médecins Sans Frontières, dont le jeu de société est distribué par Dujardin, les albums autocollants par Panini, les figurines et les peluches par Berchet. Il fallait des grandes tentes, il fallait tous les accessoires médicaux, il fallait des malades, il fallait des soignants, il fallait des véhicules. Les véhicules ont joué un rôle important. Un véhicule quand même, les enfants aiment bien les véhicules, et ce produit était quand même plus destiné aux garçons, parce qu'en fait c'était l'inverse de ce qu'ils voyaient dans les autres produits guerriers. Voilà. Marlex touche donc de l'argent sur la vente de chacun des jouets dont la licence a été achetée à Médecins Sans Frontières. Néanmoins, Berchet décide de passer un accord supplémentaire avec MSF afin de financer un vaccin pour chacune des figurines Berchet vendues. Et ça, ils étaient clairement pas obligés de le faire et c'est plutôt un beau geste. Dans cette gamme de figurines, donc, pas d'armes à feu, mais des médicaments, des béquilles, un petit brancard et la meilleure équipe de médecins au monde. Seul problème, ils sont tous blancs. Tout d'abord, on a Pierre, le chirurgien, l'homme de toutes les situations, le spécialiste qui peut opérer partout dans la brousse. Il est accompagné de Marc, le médecin, la figure rassurante sur qui on peut s'appuyer, et ils sont aidés par Anne, la douce infirmière, qui est là pour assister tous ces hommes, et il paraît qu'elle fait très bien la cuisine et le repassage. Et enfin, nous avons Hugues, le pilote d'hélicoptère, le blond parfait, champion du monde de surf à Lacanau en 82. Alors, pourquoi des médecins blancs? Eh bien, Médecins Sans Frontières est une organisation française fondée en 1975 dont la mission est d'apporter une aide médicale d'urgence dans des pays victimes de catastrophes humanitaires. Et dans les consciences collectives des années 80, un médecin français, il s'appelle Marc ou Pierre. Et là, on a clairement un jouet qui reflète la société de son époque. Se limiter à représenter des Français bien blancs et des petits noirs, ça serait comme aujourd'hui faire un jeu vidéo avec des gentils Américains qui se battent contre des méchants Soviétiques. Ah, ça existe.
Passons à présent à nos petits autochtones, on a Samba, le petit enfant africain, qui est livré avec son petit brancard, également sa bouillotte. Des fois qu'il est froid en Afrique, on sait jamais. Il y a également Mélissa, métisse pas d'Ibiza, au sein d'ailleurs pas si pointu, mais aux habits tout déchirés, et avec son petit brancard. À présent Abdou, l'homme de la forêt, qui lui n'a pas de brancard, mais une béquille et des médicaments. Au dos, voyons voir ce que Médecins sans frontières nous dit. Ils apportent leur secours dans tous les pays du monde et pour tous les hommes, femmes, enfants victimes de catastrophes naturelles, d'accidents collectifs, de situations de guerre et ceci, quel que soit le pays et la race. Ah! Et là on interpelle les enfants. Veux-tu secourir Abdou, histoire de les culpabiliser un petit coup? Non, on va le laisser mourir. Abdou a 30 ans, il vient de se casser la jambe en tombant dans un piège à gazelle, caché dans la brousse. Seul et incapable de marcher au moyen de signaux de fumée, il tente de prévenir Médecins sans frontières. Des signaux de fumée. C'est pas un Indien, quoi, sans déconner. Non mais en même temps, ok. Bon, attendez 2 minutes, je vous vois venir avec vos commentaires. Mais juste pour remettre le truc dans son contexte. À l'époque, je vous rappelle qu'on avait ça. Redescends maintenant, on va vers l'Afrique noire, celle que vous connaissez bien. Oui, alors je voudrais dire à tous nos amis. Attends. Je voudrais vous souhaiter à tous un grand joyeux Noël, même s'il n'y a pas d'arbre de sapin, mais de palmiers. Et ouais, ça choque, et encore aujourd'hui, et j'ai envie de dire fort heureusement, parce que c'est insoutenable de savoir que des gens continuent de se faire abattre dans la rue sous prétexte que leur peau est de couleur différente. Le racisme est un fléau, au même titre que n'importe quelle connerie humaine, Mais rappelez-vous, quand on demandait il y a quelques années à une mère de famille si elle acceptait que sa fille se marie avec un noir, la réponse elle était pas si évidente. Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait? Un petit peu, monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi. Alors vraiment, il y a une différence de choses, mais enfin, je peux pas dire que ça me fait très plaisir quand même. Il y a des blancs quand même sur la terre. Mais enfin, je les méprise pas du tout. J'estime que nous sommes des frères. Non, je ne l'aurais pas envisagé parce que je crois qu'il ne faut pas mêler les races. Pourquoi? Parce que je crois que on met au monde des individus qui sont détestés des Noirs et détestés des Blancs. Je crois que le métis n'est pas une chose à souhaiter. Est-ce que vous estimez que vous êtes raciste? Non, je ne suis pas raciste et je trouve que tout ce qui se passe maintenant, je suis d'avis de mettre les Blancs avec les Noirs dans les écoles. Je ne trouve pas qu'il faut les traiter comme des bêtes et les torturer parce qu'ils sont noirs. Parce que malgré tout, ils n'y peuvent rien. Et pour la société, à cette époque-là, qui n'était pas si lointaine, ces propos ne sont pas racistes. Le racisme était une manifestation de la haine qui s'accompagnait de violences physiques. Comme quoi on peut être con et que personne s'en rende compte. Ah bah si. Bon, ok, c'est limite. J'avoue qu'ils ont quand même poussé le détail très loin en représentant les petites côtes de l'enfant africain qui meurt de faim. Mais là, au moins, on pouvait pas dire que les gosses de l'époque étaient pas sensibilisés à la misère dans le monde. Et là, je vous parle en connaissance de cause, car ces jouets-là, mes parents, ils me les ont achetés. Thomas, finis ton assiette, regarde les petits enfants africains qui meurent de faim. Allez, maintenant on va parler un petit coup des véhicules aussi, donc on a la Jeep, il y a également un Zodiac et un hélicoptère qui est plutôt sympa. C'est des véhicules qui sont vendus chacun avec un personnage, et ici vous voyez, donc bon ce modèle il est en loose, il manque là le phare et puis d'autres petits accessoires à l'arrière, c'était le mien que j'avais étant gamin, mais voilà, rien de bien dingue. On a un châssis moulé vissé sur une carrosserie, et si vous regardez en dessous, aucune autre information, pas d'année, pas de date, pas de marque, simplement un Made in China, donc pour le coup, même si c'est bien du jouet Berchet dont le siège se trouve au cœur de la Plastic Valley, on sent que dès 88, la délocalisation était déjà bien en marche. On va regarder ce que dit le Zodiac, donc lui il est tout neuf, je viens de le sortir de sa boîte, on a le bateau pneumatique avec une coque qui vient se visser par-dessus, des accessoires qui vont pouvoir se clipser, donc c'est assez bien fait, on a un moteur, on a une petite ficelle avec une ancre et puis d'autres outils de transmission. Pour l'hélicoptère, la qualité est au rendez-vous, on a un véhicule cossu qui tient bien en main, notamment avec cette poignée et cette gâchette qui permettaient d'actionner l'hélice et de tenir l'hélicoptère en même temps. On avait initialement, avec cette ficelle, un petit treuil qui venait se fixer sur l'orifice et un crochet pour accrocher la nacelle afin d'évacuer donc les blessés. Sur ce jouet, encore une fois, pas d'année, pas de marque,
aucune mention spécifique, mais en retournant cette nacelle, je me suis aperçu qu'on avait la mention 1987 Remco Toys, fabricant à qui on doit les sublimes gammes de jouets Conan, Crystar et également Karate Kid pour ne citer que cela. Et pourtant, si on regarde bien les boîtes des véhicules, à part Berchet, aucune autre marque n'est mentionnée, hein. Que ce soit devant, sur les côtés ou même derrière, il n'y a aucune mention de Remco. Et regardez cette publicité d'époque, on voit Hugues, le pilote d'hélicoptère à côté de son véhicule, mais si vous regardez attentivement la boîte qui est présentée plus haut, le pilote est un personnage bleu qui n'a absolument rien à voir, et là on se trouve en présence d'un prototype qui a été pris en photo à la va-vite sur les brochures. Et je peux vous garantir que le personnage bleu n'a jamais été vendu à l'époque. Et bien en réalité, tous les véhicules sont des réutilisations de la gamme American Force de chez Remco. Ici on voit donc l'hélicoptère, mais il y a le Zodiac et la voiture qui est beaucoup moins pisse que sur les Médecins Sans Frontières. Cette gamme est sortie en 1987 et a été distribuée en France par De La Vena, marque française située à Oyonnax, à quelques rues de chez Berchet. Hasard ou coïncidence ? Et pour agrémenter la gamme, Berchet a ajouté un tapis de jeu en plastique très léger qui représente plus ou moins un paysage africain, ainsi qu'une tente de soins vendue avec un personnage, quelques accessoires, et un bout de carton en guise de structure qu'on vient enficher dans ces profilés plastiques. Voilà. Bon, niveau coût de production, ça va, ils se sont pas ruinés. Faut quand même voir le positif, on a une gamme de jouets qui est soutenue par Médecins Sans Frontières, que ça n'a pas gêné à l'époque, et puis on a des jouets qui permettent de financer des vaccins afin d'aider des enfants partout dans le monde, quelle que soit la race. Voilà, je tenais à vous parler de cette gamme de jouets qui me tient particulièrement à cœur, et ça pas uniquement parce que j'y ai beaucoup joué étant enfant, mais surtout parce que c'est des produits originaux et atypiques. Et même si Berchet n'a pas souhaité renouveler l'expérience et qu'il y a des maladresses liées à l'époque, il faut reconnaître que de la part d'un fabricant de jouets français, la démarche était quand même innovante. Ils n'ont pas hésité à sortir de leur zone de confort. Ce qu'il faut retenir finalement de Jean-Louis Berchet, c'est que c'est un homme qui a eu la volonté de changer l'image du jouet français, même si ça n'a pas tellement marché. Je vous laisse à présent méditer sur le sujet et j'attends avec impatience vos remarques en commentaire de la vidéo et surtout partagez-la largement car le sujet mérite d'être débattu. D'ailleurs dans les jours qui suivent, on se retrouvera sur Twitch pour en discuter en direct avec vous. À présent, je m'en retourne à mes caisses à jouer, c'était Thomas pour les Tontons Blender. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, pensez à vous amuser. Alors aujourd'hui, les petits malins, les enfants perdus, je vais vous parler de mes expériences 100% d'op culture, je vous assure. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah tiens, j'ai Skeletor. Je lui ai fumé la tête, mec. C'est de la bonne résine, hein, tu les frites à peine. Ah tiens, j'ai Goldorak. Ça date de 79. En fait, c'est des buvards. J'en ai pris un il y a 3 jours. Je suis encore chez Père là. Ah, pour la petite anecdote, tiens, ouais, j'ai refilé de la coke planquée dans un Goldorak à Bernard Minet en 89 à Palavas. Bon ben voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et puis moi je vous dis ben à bientôt. Salut.